Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Je m'appelle Paola, j'ai 32 ans, je suis la cofondatrice de Vulvae, qui est un service, une série de services dédiés à l'accompagnement des personnes qui souffrent de douleurs vulvaires chroniques. Ce que je précise souvent, c'est que je ne suis pas soignante. Moi, j'ai pas suivi d'études de médecine ou sage-femme ou quoi que ce soit. Moi, je viens du milieu de la communication et de l'innovation à la base. Donc, j'ai fait Sciences Po Paris, puis de la com, puis de l'innovation dans mes différentes expériences professionnelles. Donc, moi, mon métier à la base, c'est d'inventer des nouveaux services et des nouveaux outils, des nouveaux produits pour répondre à des besoins existants qui ne sont pas comblés. Et donc, évidemment, quand on exerce ce métier et qu'on s'intéresse un petit peu d'un côté aux femmes, parce que je suis très féministe depuis mon adolescence, et de l'autre côté à la santé, on repère assez facilement des besoins non comblés et du coup, ça nous donne des idées. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, que j'ai atterri donc dans ce milieu de l'innovation en santé féminine, parce que c'est un domaine qui m'intéressait depuis très, très longtemps. C'est un domaine aussi que je connais un petit peu, mais par mon entourage. J'ai beaucoup de soignantes dans mon entourage, même si moi, je ne le suis pas. Et du coup, c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, en réfléchissant aux problèmes dans la santé féminine, qu'on est arrivé avec mon conjoint et partenaire à créer Vulvae. Voilà. C'était la question que j'avais posée. Qui était le second cofondateur du coup? Donc, mon cofondateur qui est là depuis le début s'appelle Paul Morin. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps et avec qui je partage aussi ma vie. Et voilà, donc il est designer, lui, de formation. Donc, lui, à la base, il produit des objets à la fois physiques et digitaux pour répondre justement et pour mettre en musique, en fait, les fonctionnalités en quelque sorte qui vont pouvoir venir répondre aux besoins. Et donc, c'est tous les deux qu'on a imaginé les premières versions de Vulvae qui, à la base, étaient des outils physiques qu'on a transformés en outils digitaux ensuite. En fait, Vulvae, ça existe depuis 2 ans et demi, mais ça fait plus de 3 ans qu'on travaille dessus, parce qu'avant, on avait créé une association en fait qui s'appelait MedFem Collective pour parler de sujets de santé des femmes, et c'est via ça qu'on a créé ensuite Vulvae. Je trouve ça génial et très riche de voir ton parcours qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude, nous, dans le podcast déjà, d'interviewer et de montrer que en fait, on a besoin d'autres corps de métier pour performer finalement le bien-être et le soin de la femme, quoi. Donc, c'est génial. C'est absolument génial de t'avoir dans ce podcast. Trop top. Cool. Mais en plus, ça me permet de défendre un peu quelque chose qu'on défendait aussi et qu'on défend en tant qu'innovateur, puisque c'est un peu ça notre métier initial, c'est la multidisciplinarité. C'est comme ça qu'on a les meilleures idées et qu'on exécute le mieux les choses. En fait, il faut pas que chacun soit cloisonné dans son domaine. Donc, d'un côté, les médecins, d'un côté, les commerciaux, d'un côté, les gens qui font du marketing, d'un côté, les designers. Nous, on est pour faire travailler tout le monde ensemble. Et c'est un peu ça aussi qu'on illustre, c'est qu'on est dans un domaine où, techniquement, on n'a pas de légitimité parce qu'on n'a pas fait d'études dans la médecine, mais en fait, on a de la légitimité parce que notre expertise, c'est pas de faire de la médecine. Moi, je réinvente rien, je prends juste des connaissances qui existent et je les transforme. Et c'est un peu ce que fait aussi mon partenaire. Et c'est ça qui fait que y a des choses qui marchent et qu'on invente, qu'on n'aurait pas inventé autrement. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de parler à des soignants souvent. C'est parce que on apporte cette perspective toujours en complément en fait ou en travail ensemble, quoi. Jamais pour remplacer ou pour dire qu'on va faire mieux, mais pour dire qu'on fait mieux, mais quand c'est tous ensemble.
Totalement. Et puis cette prise de recul du coup que tu peux avoir en ayant créé cette communauté, j'imagine, parce que du coup, tu as dû échanger avec des centaines de femmes pour essayer d'identifier quel était le besoin. Comment est-ce que tu as fait ce travail justement de questionnement qui t'a amené à te dire, OK, on part sur ce projet-là parce que c'est là où il y a le plus de besoins? En fait, ça a été assez itératif et en même temps assez organique. Donc, comme je disais, à la base, on a commencé par créer une association autour de... Notre objectif, c'était de faire de la prise de conscience autour de l'inégalité qui existe dans le système de santé, dans le traitement des femmes versus des hommes, en abordant plein de différents sujets sur lesquels on parlait assez peu à l'époque, mais on parlait beaucoup d'endométriose, beaucoup des maladies cardiaques, beaucoup des douleurs sexuelles, mais on parlait de plein de choses différentes. Et en fait, avec l'association, on a créé une communauté sur Instagram, on a commencé à faire des appels à témoignages. Donc, effectivement, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Et un des premiers services qu'on a essayé de proposer, c'était pas vraiment un service, c'était juste de la discussion, mais en fait, le but, c'était de dire, si vous êtes perdu dans votre parcours, notre mission d'association, c'est de vous aider à faire le prochain pas vers aller un peu mieux ou trouver la personne qui va vous aider à aller un peu mieux. Donc, je me suis retrouvée à parler à pas mal de patientes qui venaient nous voir parce qu'elles étaient en errance thérapeutique, elles étaient à un moment de blocage et du coup, elles m'expliquaient leur situation. Bon, par exemple, voilà, je veux tomber enceinte, mais je peux pas parce que je peux pas, mon mari ne peut pas me pénétrer. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je fasse une PMA? Bon, bah là, on dit, ah non, on rembobine, attends, parce qu'en fait, le vaginisme, il y a tel et tel spécialiste qui existe, tu peux d'abord aller les voir avant d'envisager une PMA, parce qu'en fait, c'est un truc mécanique et on reprend les trucs, on reprend les bases et on lui explique aussi plein de choses. Et du coup, donc ces conversations, elles arrivaient tous les jours. On renvoyait vers telle structure, tel médecin, tel compte Instagram, telle ressource, telle association, bref. Et principalement pour la majorité des pathologies et des problèmes, on arrivait à trouver des ressources extérieures. Et quand on parlait de douleurs vulvaires, la seule ressource à l'époque qu'on avait trouvée, c'était les Clés de Vénus, qui est une association de patientes qui parle donc de ça, et 2 ou 3 médecins spécialistes qui montrent qu'ils sont spécialistes et qui s'affichent en tant que spécialistes de ça à Paris. Et les seules ressources en fait que nous on arrivait à trouver, même en vraiment prenant le temps, c'était ça. Et donc on se disait mais en fait il y a un problème déjà dans l'absence de ressources qu'il y a. Donc en fait on a commencé à creuser ça, on est tombé sur une autre personne, on a interviewé tel médecin qui était le docteur Micheline Moel Barako, qui a été la première personne à nous recevoir, qui est spécialisée de la vulvodynie, qui nous a dit ah en fait il y a tel réseau, donc en fait on a élargi notre réseau, mais en fait on s'est rendu compte que ce réseau personne ne le connaissait parce qu'il était promu nulle part, et donc en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plus ou moins des choses mais que elles n'étaient pas mises en avant, qu'on ne pouvait pas les promouvoir, que c'était très difficile d'accès pour les patients. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, bah en fait, il faut qu'on visibilise tout ça, il faut qu'on facilite ce parcours parce qu'en fait, il est là, mais il est en filigrane, très compliqué à accéder, et il faut vraiment avoir du bol pour tomber dessus. Et du coup, bah non, il faut que ça soit plus du bol, il faut que ce soit un parcours, que ce soit fléché, et qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans et on avance. Et c'était un peu ça l'idée de départ, de se dire, bah, on accompagne à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, toutes les patientes qui vont avoir ces douleurs-là, parce que ben sur les autres, on arrivait à rediriger vers des choses qui faisaient déjà ça, mais sur les douleurs vulvaires, on n'y arrivait pas, donc on s'est dit, bah go, on va le faire. Aujourd'hui, la solution que vous proposez, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors aujourd'hui, on a plusieurs offres différentes. On a une application qui est une application libre et gratuite en téléchargement, donc Apple Store, Android, pour faire son carnet de suivi de douleurs vulvaires, où en fait on va pouvoir rentrer tous les jours si on le souhaite ou à différentes échéances ces douleurs, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment c'était, quelle intensité, donc vraiment plein d'informations sur la douleur en elle-même et plein de critères associés à cette douleur ou pas, son mode de vie, ses habitudes et aussi son parcours de soins pour aussi pouvoir voir dans le temps l'évolution et voir du coup si potentiellement le traitement fait effet ou pas. Et donc d'objectiver aussi le parcours de soins et les sensations de la patiente. Donc tout ça, c'est disponible gratuitement. Il y a aussi un peu d'informations dessus, quelques outils aussi pour s'aider à s'orienter, etc. Ensuite, on a des outils payants qui sont des programmes d'accompagnement thérapeutique, donc là qui sont faits par pathologie.
pour que les patientes puissent apprendre à prendre en main certains aspects de leurs soins. Et notamment, par exemple, si on parle de vulvodynie et de vaginisme, qu'elles apprennent à faire leur massage, qu'elles sachent à quelle fréquence, qu'elles sachent comment les faire correctement avec les bonnes démonstrations, avec des vidéos tutoriels bien expliquées, etc. Mais aussi les habitudes de vie quotidienne qu'on peut mettre en place, les choses qui peuvent influencer ou pas, l'état de l'art de ce qu'on sait sur le sujet ou pas, etc. Donc ça, on a sur la vulvodynie, vaginisme, et on a 3 autres programmes, un sur le lichen scléreux vulvaire, un sur les mycoses et vaginoses et un sur les cystites à répétition. Ça, c'est des programmes qui sont payants, 119 € pour 3 mois de suivi, avec du contenu qui a été fait et validé avec des professionnels de santé. Nous, on a juste créé la forme, et le fond, bien sûr, c'est pas nous qui avons sorti de notre chapeau les trucs. On s'est basé notamment sur les recommandations de Convergence PP pour tout ce qui va être sur les douleurs pelvipérinéales, vulvodynie, sur les cystites. On a travaillé avec une urologue spécialiste du traitement des cystites à répétition, etc. Et donc, enfin, c'est vraiment ça la représentation de notre travail, c'est que nous, on vulgarise des choses qui existent et qui sont difficilement accessibles. Et donc, ça a toujours été dans ce sens-là qu'on a créé nos offres. Et donc, du coup, les 2 dernières choses qu'on a sorties, c'est des formations à destination des soignants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un des problèmes aussi, c'est que le nombre de soignants qui sont à même d'accompagner dans le parcours de soins sur ces douleurs vulvaires chroniques, il est assez faible. Et donc, du coup, il faut aussi diffuser la connaissance des soignants qui nous accompagnent tous les jours pour qu'il y ait de plus en plus de soignants qui soient capables de détecter et d'orienter dans le parcours. Et puis aussi de pouvoir vulgariser l'anatomie de la vulve, parce qu'un des problèmes aussi, c'est qu'une patiente qui va avoir des douleurs, elle va dire « Ah j'ai mal en bas ». Une des blagues de notre sage-femme, c'est de dire ah moi je suis pas podologue, madame, donc je sais pas où est-ce que vous avez mal. Et je trouve que c'est assez évocateur. Enfin, quand elle nous a fait cette blague, c'est ça, c'est qu'en fait elle dit en bas parce qu'elle sait pas la patiente. Il y a beaucoup de patients qui savent pas, et il y a aussi beaucoup de praticiens qui n'ont pas les bons outils pour faire l'éducation thérapeutique. Donc on a créé une petite peluche d'éducation thérapeutique qui est à la fois utilisable par des soignants, mais aussi directement par les patientes, parce qu'en fait la peluche est faite de manière à ce qu'elle s'explique elle-même, quoi. Les couleurs et la petite carte qu'il y a avec, en fait, ça permet d'avoir une lecture très simple de son anatomie et de s'auto-observer aussi derrière. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait, toutes les solutions qu'on a aujourd'hui à disposition. Top. Et tu parlais tout à l'heure de ta personnalité aussi et de ton parcours féministe. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue par rapport justement à la gestion des douleurs féminines, à cette prise en charge, et comment est-ce que toi tu vois les choses, et quel est ton combat par rapport justement à ce qui est aujourd'hui existant? J'ai envie de sortir de l'opinion et de parler de faits, parce que en fait souvent on va rapporter ça à des opinions moi je trouve que c'est maltraité, non, en fait c'est un fait. Une femme, quand elle se plaint de douleur, il y a plusieurs études qui le montrent, en fait le délai de traitement et le type de prescription qu'on va lui faire sont pas les mêmes. Une femme qui se plaint de douleur à la poitrine, quand elle arrive aux urgences, on va lui prescrire des anxiolytiques et on va pas du tout penser à un infarctus, une maladie cardiaque. Une femme qui se plaint aux urgences d'une douleur, on va prendre 10 ou 12 minutes de plus à la traiter, à la perfuser avec un antidouleur versus un homme. Il y a, au-delà de mon avis personnel de féministe, il y a des études aujourd'hui qui prouvent que le traitement de la douleur chez la femme est pas du tout le même que chez l'homme. On prend beaucoup moins au sérieux la plainte de la douleur chez la femme. Et du coup, moi, en tant que féministe, j'ai étudié sociologiquement et historiquement d'où ça vient. Rapidement, pour faire un truc un peu raccourci, mais l'expérience de la douleur dans le genre féminin, il est intrinsèque. Quand on est une femme, on souffre. C'est ce qu'on nous répète depuis toujours, depuis la Bible. Tu enfanteras dans la douleur. Donc c'est ancré en fait historiquement à toutes les étapes. La douleur est une fatalité à laquelle on ne peut pas remédier. La première fois, ça fait mal. Les premières règles, ça fait mal. L'accouchement, ça fait mal. En fait, c'est tout est douloureux. C'est presque un rite de passage de la féminité. Et du coup, c'est aussi pour ça, en fait, et c'est avec cet héritage social et culturel qu'on se retrouve aujourd'hui avec des études qui prouvent qu'encore aujourd'hui, effectivement, on traite la douleur différemment. Et
l'idée, c'est pas de blâmer les médecins et tout, hein, parce qu'en fait, le problème, c'est un système, c'est une éducation, c'est une société qui nous a fait intérioriser ça. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut dépasser en le reconnaissant et en se disant, ah oui, moi, en tant que soignant, comment j'adresse mes patientes qui viennent me parler de douleur? Est-ce que je leur dis que c'est dans leur tête? Est-ce que spontanément, je me dis, ah, c'est vrai que c'est psychologique, elles ont peut-être un petit blocage? Ah, mais en fait, avant de penser au blocage, ce qui peut être vrai, il peut y avoir des dimensions psychologiques et il faut jamais les oublier. C'est ça, c'est pas juste détendez-vous, ça ira mieux. C'est en fait, il y a des protocoles de soins de la douleur chronique et on sait que dans la douleur chronique, de toute façon, il y a des composantes psychologiques, évidemment. Mais voilà, c'est comment on l'adresse, comment on essaye aussi d'éliminer les autres sources d'abord avant de penser à ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la mise en perspective de cette histoire de la douleur féminine. Voilà, moi j'aime bien parler de ça. Aux soignants que je rencontre justement, donc j'en profite. La douleur, elle est subjective. Il y a personne qui peut ressentir ta douleur et il y a personne qui peut ressentir ma douleur. Ma douleur, elle est réelle pour moi, elle peut être réelle pour personne d'autre, puisque c'est moi qui la ressens dans mon corps. Et c'est ça aussi qui est... On a toujours tendance à vouloir comparer, mettre des échelles, tout ça, mais en fait, l'échelle, elle peut que être par rapport à soi-même. Et c'est ça, des fois, qui peut aussi rendre le traitement difficile. C'est que si on cherche à objectiver une douleur, on peut pas la coter universellement. Parce qu'il n'y a pas on peut pas comparer universellement une douleur, quoi. Mais ouais, il faut, comme tu dis, il faut prendre la parole de la personne qui se plaint. Et ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Parce qu'il y a toujours ce soupçon de elle exagère, elle est trop douillette, elle en fait des caisses ou elle en fait trop, elle veut. Enfin, il y a toujours il y a des soupçons d'exagération en permanence. Ouais, et je pense aussi par rapport à ce que tu viens de partager, il y a aussi cette dimension où on a tendance à se dire, moi, je suis le sachant et toi, tu vas être le patient. Et en fait, Mm. de aussi se dire, mais non, en fait, on a tous les deux le même intérêt, c'est qu'il n'y ait plus de problème. Et en fait, de ne pas se mettre forcément dans cette position toujours de c'est moi qui sais, toi, tu sais pas. Et donc, en fait, c'est moi qui sais ta douleur. Et non, en fait, de se dire, la patiente, elle est totalement intégrée dans la prise en charge, en fait, et elle sait Ah son bah oui. mieux. Oui, et puis en fait, le soignant, il est sachant sur son domaine d'intervention, mais il peut pas être sachant sur le corps et le ressenti interne du corps de sa patiente. Et c'est vrai que c'est ça qui est problématique, c'est que être sachant, évidemment, il y a une expertise que la patiente n'a probablement pas, excepté si elle exerce le même métier, mais elle connaît pas son corps scientifiquement de la même manière. Mais du coup, par contre, ce qu'elle sait et que le sachant soignant en face ne sait jamais, c'est ce qu'elle vit à l'intérieur. Et même si la douleur était exagérée, c'est significatif de quelque chose. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pourquoi elle a ce besoin-là, pourquoi elle dit ça, pourquoi. Et c'est pour ça aussi que c'est toujours difficile d'adresser la douleur si on n'écoute pas. C'est que une plainte de douleur, au-delà de la douleur elle-même, qui est une souffrance physique qu'il faut traiter, parfois elle est aussi symptomatique d'autres choses qu'il y a derrière. Et si on veut traiter la douleur, il faut aller chercher et il faut prendre le temps. Et c'est ça aussi qui est difficile dans le contexte actuel de soins, c'est le temps. Il n'y a plus de temps. On compresse de plus en plus le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui est difficile quand on veut traiter la douleur, c'est qu'on a besoin de temps d'écoute que beaucoup de soignants, malheureusement, n'ont pas à cause des contraintes de plus en plus dans le système de santé. Je pense que c'est ça aussi qui rentre en compte en tant que soignante. Je pense qu'il y a effectivement le temps d'écoute. On essaye toujours de prendre le temps d'écouter nos patients, ça c'est indéniable. Mais il y a aussi, je pense, cette difficulté en tant que soignant, et là je classe beaucoup de soignants dedans, c'est cet aspect psychologique, c'est cet aspect perception. Quand on a une coupure, on va recoudre, c'est mécanique, c'est voilà, on a un problème, on a la solution. Quand c'est une expérience, et ben là c'est plus compliqué parce qu'il va falloir adapter. Alors, c'est toujours le cas, on adapte toujours un traitement à sa patiente, mais là encore plus dans tout ce qui est douleur, encore plus dans les douleurs pelviennes parce que il y a tout un contexte et tu en parlais très bien tout à l'heure à la fois c'est une zone intime, mal connue, il y a le contexte culturel derrière, il y a le vécu, peut-être même des fois un traumatisme, qui fait qu'il faut prendre tout ça en compte et que il faut arriver à mélanger
tout ça pour lui proposer le traitement adapté. Et c'est là que la pluridisciplinarité va être la plus importante, où va falloir à la fois avoir ce côté très médical, ce côté physique, ce côté psychologique, cet accompagnement. On le sait, le meilleur traitement pour ce type de problématique, c'est la prise en charge et l'écoute. Ouais, Meilleur et traitement. à nouveau, la multidisciplinarité, comme tu dis, hein, c'est crucial parce qu'en fait, souvent, traiter le physique va pas tout résoudre, traiter le psychologique va pas tout résoudre, traiter une plaie va pas tout résoudre. Enfin, il y a tout est intriqué. Et puis, on oublie souvent qu'une fois que le sillon de l'association de la douleur est créé dans la tête, enfin, dans le système nerveux, Central, ouais. voilà, ben, en fait, après, il faut aussi Déprogrammer. rewire, le redéprogrammer, voilà, exactement. C'est ça. Et c'est assez compliqué. Moi, enfin, souvent, quand j'essaie d'expliquer ça à des gens, moi, par exemple, j'ai toujours eu des problèmes de dos. Et donc, du coup, quand je vais partir en randonnée, je vais tout de suite penser à mon dos parce que je me dis, ah, je vais avoir mal. Et en fait, le fait de me dire je vais avoir mal, ben en fait, je vais avoir mal parce que voilà. Et c'est tout aussi cette rééducation-là qui est pas de ma faute, mais qui est effectivement un truc qu'il faut aussi soigner. Et ça, c'est l'écoute. Au-delà de me donner des antidouleurs, il faut aussi m'apprendre à faire des rituels qui me font du bien, prendre des routines et reprendre confiance dans le fait que je ne peux aussi ne pas avoir de douleur. Et nous, on travaille aussi beaucoup avec les patientes là-dessus. Et en leur disant, c'est pas que c'est dans ta tête, c'est juste, il y a un truc qui est ancré à l'intérieur de ton corps, qui est dans ton système nerveux. En fait, c'est aussi très physique, hein, et bon. Mais En voilà. fait, Bref, on peut c'est y dans la passer. tête, mais c'est dans la tête, mais c'est pas faux. Et c'est dans Oui, la tête, mais on n'est pas folle, en fait. Mais c'est réellement au niveau du cerveau que ça se passe. Et c'est oui, ça, en voilà. fait, où, oui, dire c'est dans la tête, ça a été trop souvent utilisé pour dire ça n'existe pas, alors que c'est faux. C'est dans la tête et ça existe et c'est présent. Oui. Et il faut en plus travailler dessus pour déprogrammer. Donc, Mm. Il n'y c'est a pas assez de vulgarisation sur ce que ça veut dire, ce que c'est dans la tête. Souvent, c'est utilisé comme raccourci et on laisse la patiente avec ce truc-là et on lui explique pas que effectivement, bah, en termes de système nerveux, il y a des choses qui se jouent. Ça veut pas dire qu'elle se l'invente ou qu'elle se le crée. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui Clairement. se jouent, quoi. Mm. Et par rapport justement à la prise en charge de ces douleurs vulvaires chroniques, comment est-ce que en tant que professionnel, on pourrait déceler, est-ce que tu aurais des questions qu'on peut poser qui pourraient permettre de mettre en évidence et de réorienter ensuite plus facilement? Bah alors, ça dépend avec quelle plainte la patiente arrive. Mettons, c'est en fait déjà le premier problème, c'est que les patientes ne vont pas consulter. C'est que en fait, une partie des patientes se disent j'ai mal, mais c'est normal, donc j'ai pas besoin d'aller voir un médecin pour ça, donc je serre les dents et je souffre en silence. Ça, c'est malheureusement, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. J'ai pas de statistiques pour le valider parce qu'on n'a pas assez d'études sur le sujet, mais c'est l'impression de la majorité des patientes qui, du coup, se disent ce n'est pas une maladie, c'est un problème sexo. Et donc, du coup, c'est ma sexualité qui a un problème. Je ne vais pas consulter un médecin pour ça. Du coup, je pense que quand on est gynéco ou sage-femme et qu'on est exposé à des femmes régulièrement qui viennent consulter de manière assez routinière, en fait, finalement, pour soit une contraception, soit leur examen annuel, des choses comme ça, il faut pouvoir intégrer effectivement dans son questionnaire, dans son anamnèse, des choses qui peuvent faire surgir ce sujet de la douleur sexuelle. Donc, s'aventurer dans le terrain de la sexualité et de la sexologie, ce qui est pas toujours évident quand on est gynéco ou sage-femme et pas forcément formé ou pas forcément même à l'aise à parler de ces sujets. Et demander bah, comment se passe votre vie sexuelle, est-ce que il y a des choses qui vous satisfont, des choses qui vous satisfont moins, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui pourraient se passer mieux ou alors, ça dépend aussi comment on est à l'aise d'aborder ce sujet, mais allez quand même demander si au niveau des sensations sexuelles, au niveau de la vie sexuelle, tout va bien ou est-ce qu'il y a des gênes, est-ce qu'il y a des choses récurrentes, voilà. En fait, rien que le fait de poser la question, ça en devient un motif légitime de consultation. Parce que si votre gynéco, quand vous y allez tous les ans, il vous pose la question de la sexualité, bah, peut-être la première année, vous n'allez pas oser.
Peut-être la deuxième année, vous n'allez pas oser. Peut-être la troisième année, vous allez vous dire, ah, quand même, ça fait 3 ans qu'il me pose la question, peut-être qu'il faut que je lui parle de ces trucs que j'ai eus. Et alors, ça prendra toujours du temps, mais en fait, au fur et à mesure, ça devient un truc qu'on intériorise comme étant une vraie question légitime. Et pas juste comment ça va votre contraception venez, on fait l'examen, eh ben, tout va bien. Non, voilà, il faut aussi prendre le temps de parler de ça. Donc, je dirais que la première idée, ce serait que même quand on consulte pour autre chose ou pour quelque chose qui a l'air routinier et tout, essayer de mettre dans son anamnèse 2-3 questions qui vont essayer de creuser ce sujet de la sexualité, santé sexuelle et des sensations sexuelles. Ça peut être intéressant parce que c'est comme ça qu'on va inciter la patiente à dire ah, c'est vrai que peut-être, en fait, il y a depuis 2-3 jours ou depuis 2-3 mois, j'ai un peu ça, mais bon, je me suis dit que c'était pas très, très grave, enfin, ça arrive à tout le monde. Et là, on va pouvoir lui dire, ah bah non, ça arrive pas forcément à tout le monde, ça peut être... Et on peut engager la conversation. Et puis, même si elle n'arrive pas à en parler tout de suite, ça crée ce truc. Et puis après, bon, bah, il y a la patiente qui vient et qui se plaint de ça. Euh, et là, dans ce cas-là, il faut vraiment tout de suite lui dire ah oui, il y a des causes qui peuvent expliquer ça. Ce sont des choses de santé sur lesquelles il y a des traitements, des soins, et donc on va essayer d'identifier ce que c'est pour pouvoir vous recommander les soins les plus pertinents. Parce que très rapidement, ce que vont aussi se dire les patientes, c'est bon, bah, j'ai mal et j'ai cette pathologie, mais il n'y a rien qui peut me soigner, ou de toute façon, il n'y a pas de solution, donc ça sert à rien que je persévère. Parce qu'elles vont probablement avoir rencontré quelqu'un à un moment qui va leur dire bah, je suis désolée, je peux rien faire pour vous, parce qu'ils connaissent pas ou sont pas formés. Donc, assez rapidement, dire si, en fait, il y a des vraies pathologies qui ont ces symptômes-là, qui existent, qui sont documentés, avec des professionnels, des spécialistes qui existent. Et du coup, déjà, bah, soit rassurer juste sur ce fait que c'est une plainte légitime, que ça existe, que c'est pas dans sa tête, c'est déjà une bonne étape. Et puis ensuite, si vous, soignant, vous n'êtes pas forcément le plus à même à soigner ces pathologies et à accompagner dans le parcours de soins, savoir vers qui rediriger, c'est super important parce que après, il y a d'autres pros qui peuvent prendre le relais. On a des très très bons spécialistes des pathologies vulvaires en France. On a parmi les meilleurs. On a parmi ceux qui ont théorisé pas mal de choses aujourd'hui aussi qu'on sait notamment sur la vulvodynie. Il faut renvoyer vers ces gens-là, même si le délai de prise de rendez-vous est long. Au moins, on sait que 6-8 mois plus tard, on a une issue ou on a une étape qui va être passée en plus. Et rien n'empêche aussi de continuer à faire du follow-up avec sa patiente, même si on n'est pas l'expert qui va la soigner ou la diagnostiquer. Si c'est quelqu'un qui vous fait confiance, mettons par exemple, nous, ce qu'on dit souvent aussi aux patientes, c'est avec qui vous vous sentez à l'aise dans vos soignants, c'est avec cette personne qu'il faut en parler en premier. Même si c'est pas une spécialiste, médecin généraliste, kiné, ostéo, même si c'est pas une spécialiste, un ou une spécialiste, parlez-lui en, parce qu'en fait, on le disait tout à l'heure, l'écoute déjà, juste se sentir écouté, c'est une première étape. Et faire des suivis avec cette personne juste pour l'écouter, même si c'est pas vous qui faites sa prise en charge directe, c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, cette personne-là, ce qui va favoriser son observance, c'est de se dire ah, il y a quand même quelqu'un qui me soutient. Et même si c'est pas l'expert qui va la diagnostiquer. D'ailleurs, souvent, c'est pas l'expert qui va diagnostiquer qui va faire le suivi ou alors qui va faire un suivi tous les 6 mois. Typiquement, on va dans le cabinet du docteur Micheline Moël Barako se faire diagnostiquer. Bon, bah, on va la revoir 6 mois après. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on a besoin d'une kiné, potentiellement d'une sage-femme, de quelqu'un qui va faire de la rééducation. Et en fait, c'est ce suivi qui va être important. Et même si vous n'êtes pas celui qui va faire le soin directement, juste l'écoute, dire ah, vous avez repris rendez-vous, ah, vous avez fait le suivi, ah, ça s'est bien passé, ah, bah tant mieux, ah, ça s'est moins bien passé, bah écoutez, on peut peut-être voir s'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider, peut-être que j'ai ma consoeur qui connaît tel, ou toujours essayer de faire ça. En fait, nous, c'est ça qu'on essaye de faire en fait avec nos outils. C'est toujours arrêter d'être dans une impasse, permettre à la personne de sortir de l'impasse. Parce que c'est ça qui est le pire dans la douleur chronique et notamment dans la douleur chronique intime. Pardon. Parfois, on va avoir un spécialiste pour être diagnostiqué et le rendez-vous va être assez expéditif parce qu'en fait, cette spécialiste, elle va avoir des dizaines et des dizaines de rendez-vous et il faut qu'elle prenne tout le monde parce qu'en fait, il y a très peu de spécialistes qui sont capables de faire ce diagnostic et elle est tellement habituée à faire le même diagnostic que parfois, bah, elle va pas bien expliquer les choses ou elle va laisser partir la patiente avec une ordonnance mais elle aura pas très très bien expliqué ou alors la patiente aura pas compris, aura besoin d'une deuxième explication de pourquoi
et elle va pas avoir le temps. Il faut bien savoir pourquoi on va voir quel médecin aussi en tant que patiente. Nous, on essaye de dire ça. On peut pas avoir l'objectif de tout résoudre avec un rendez-vous de 15 minutes avec le spécialiste expert de la vulvodynie. Donc, ce qu'on dit aussi aux patientes, c'est de se dire, quand vous allez voir tel ou tel praticien, tel ou tel spécialiste, mettez vos objectifs au clair. Et vos objectifs, vous pouvez pas en avoir plus que 2. Parce que dans une consultation de 15 minutes, vous pourrez pas régler 10 objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un diagnostic sûr et un protocole de traitement validé par une experte. Le reste, l'accompagnement, l'écoute, en fait, oui, si vous tombez sur un très bon spécialiste dans un bon jour, peut-être que vous allez l'avoir, mais aussi, il faut prendre conscience que 15 minutes, on ne peut pas tout faire. Et c'est pas des surhommes, ça va être des spécialistes, c'est pas des surhommes. Alors, on se dit, oui, normalement, il faudrait quand même être un peu sympa, machin. Bon, oui, il y a des bases, hein, bien sûr, mais on ne peut pas tout faire. Et du coup, il faut savoir pourquoi on va voir tel et tel spécialiste. Ce spécialiste, on va le voir pour se faire diagnostiquer. Une fois qu'on a le diagnostic, on va voir telle personne pour faire la rééducation. On va voir la sexologue pour parler de cette problématique. Enfin, et il faut bien cibler aussi. Et c'est pour ça que la multidisciplinarité, elle est d'autant plus importante. C'est parce que il y a plein de choses à régler et qu'une seule personne avec un diagnostic, elle peut pas tout régler. Ouais, et c'est ce qu'il faut savoir en tant que spécialiste aussi, parce que c'est ça aussi parfois. Il y a des spécialistes ou des praticiens qui renvoient pas vers d'autres collègues ou qui renvoient pas vers d'autres spécialités. Et en fait, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes sachant dans votre expertise. Vous êtes probablement aussi sachant dans certaines autres expertises qui ont plus ou moins touché votre métier à un moment. Mais vous ne pouvez peut-être pas aider votre patiente sur tous les aspects dont elle a besoin parce qu'il y a peut-être un truc que vous connaissez pas, mais dont elle a besoin pour son traitement de la douleur. Il faut recommander, il faut s'entourer, il faut travailler avec les autres. Et c'est hyper important, notamment dans la douleur vulvaire chronique, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver toutes les ressources que vous avez créées, soit voilà, en ligne, les applications, etc. On les rajoutera aussi, bien sûr, en description, mais si tu veux nous en reparler un petit peu. Ouais. Alors donc d'abord on a notre site internet www.vulvae.io, donc vulvae.io. Ça fait beaucoup de voyelles, mais voilà. Ensuite on a donc sur ce site-là on a un descriptif de tout ce qu'on fait, un renvoi vers nos différents outils, à la fois vers l'application, les formations, les programmes d'accompagnement thérapeutique, etc. On a aussi notre e-shop avec la vulvette pour tous les soignants qui seraient intéressés par acheter leur vulvette pour leur cabinet. Donc voilà, ça c'est la première plateforme. Et après pour les patientes, surtout, mais on a aussi pas mal de contenu qui peut être utilisé par des soignants-soignantes. On a notre Instagram, @hellovulvae, tout attaché, où on publie beaucoup de contenu et on essaye voilà de régulièrement informer sur à la fois ce qu'on fait nous, mais aussi sur tout ce qu'on va traiter, donc toutes les différentes pathologies, toutes les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, toutes les choses qu'on peut faire dans son quotidien pour aussi améliorer ses sensations et prendre soin de sa vulve même quand on n'a pas de pathologie, parce que c'est aussi important et on nous a pas trop appris à en prendre soin. Voilà, c'est un peu nos 2 ressources principales aujourd'hui pour retrouver les infos. C'est vraiment chouette. Merci infiniment en tout cas pour tous tes partages. Et, Merci à vous. et puis à très vite. On mettra bien sûr tous les liens dans la description. Merci pour tout ce travail, merci pour ce podcast. Merci. Et voilà, ça fait une richesse pour tout le monde. C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.